Je souhaiterais vraiment vous remercier toutes et tous de votre présence effectivement dans ce contexte particulier. Alors peut-être je vais faire quelques déceptions parce que ma thèse ça s'arrête en 1982. Donc l'idée c'est de faire un peu de l'archéologie de ce qu'il y avait avant l'école d'Arles. Donc vous allez voir, je vais en parler un petit peu de l'école, mais aussi la resituer dans une profondeur historique un peu plus ancienne. Voilà, je souhaitais introduire cette réflexion sur l'histoire sociale et genrée des formations au métier de la photographie, avec une image qui est issue des fonds de la Photothèque de l'enfance et de la jeunesse, prise par Jean Suquet en 1958. On y voit une élève pensive sur son cahier, imperturbable malgré les deux objectifs qui sont braqués sur elle, et un photographe immortalisé en pleine action, un pied sur chaque chaise, prenant ses libertés avec les conventions de l'ordre scolaire. Cette photographie mérite intérêt à plusieurs titres. Elle constitue le portrait troublant d'une jeune fille qui, stylo à la main et cahier ouvert, en blouse d'écolière, réfléchit à sa table. Sans mot dire, elle semble s'emparer des possibilités nouvelles que le secondaire, donc l'ordre du secondaire, notamment les collèges-lycées, offre nouvellement aux filles du baby-boom. À la fois face et dos caméra, elle oppose une tranquille détermination au double regard qui l'assaille, celui des deux photographes, l'un baigné dans la lumière des fenêtres, surélevé et spectaculaire, l'autre bercé dans l'ombre de nos regards de spectateurs. Elle incorpore une résistance muette à l'imaginaire collectif qui transfigurerait nécessairement ces deux figures, masculine et féminine, en un scénario favorable à la prise de vue photographique, opposant sujet et objet, opérateur et modèle. Les problématiques auxquelles le cliché nous introduit sont au cœur de notre démarche. Comment les jeunes femmes et les jeunes gens voient-ils la photographie, ses formations et ses métiers, entre la candeur des désirs et la chair des expériences? Quelles normes éducatives, professionnelles, sociales et genrées s'appliquent dans leur formation, dans leur orientation professionnelle et scolaire, dans leur insertion dans le métier? Quelles contraintes, enfin, et quels encouragements institutionnels répondent à leur demande d'expérience de ces nouvelles technologies visuelles? Ces questions servent de matrice à la recherche que je vais vous présenter ici, qui se situe au carrefour de l'histoire de la photographie, des sciences de l'éducation et de l'histoire sociale et genrée. Ma thèse a en effet déployé une perspective inédite sur les discours et les pratiques entourant la formation des photographes. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Si je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les aspects, il y aura peut-être des frustrations, mais je serai évidemment très ouverte aux questions. C'est pour ça qu'on a choisi un format plutôt court d'intervention. Ni de tous les acteurs qui interviennent sur ces questions, que ce soit les syndicats, les politiques publiques, les enseignants, les photographes eux-mêmes. Je voudrais souligner en quoi s'intéresser à l'apprentissage, aux écoles, aux formations de la photographie, en un mot, à l'éducation à la photographie. C'est aussi une manière d'interroger plus largement les métiers et professions de la culture visuelle, leurs enjeux sociaux et politiques. Si la formation est un prisme d'analyse déterminant, c'est notamment, comme les sciences de l'éducation l'ont largement démontré, parce que la scolarité est une étape cruciale dans la différenciation des trajectoires personnelles et professionnelles, notamment selon le sexe et l'origine sociale. L'ensemble des contenus, des conceptions et des pratiques éducatives est structuré par ces catégories. Dans une école de photographie, telle que celle dans laquelle on est actuellement, on est en prise directe avec les enjeux que je vais évoquer, des enjeux pédagogiques et scolaires, mais aussi des enjeux politiques et sociaux. Je voudrais restituer dans leur historicité 3 axes d'interrogation. L'essor des formations au métier de la culture visuelle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la question des orientations scolaires et professionnelles associées, notamment sous le prisme du genre, et enfin celle des expériences des élèves aspirants et aspirantes au métier. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir besoin de rappeler le contexte d'interrogation dans ce qu'il a de plus actuel, dans l'ère post-MeToo que nous traversons, mais je voudrais souligner que ce travail s'est largement nourri de collaboration avec d'autres chercheurs et chercheuses. Ce serait peut-être plus confortable comme ça. Avec d'autres chercheurs et chercheuses qui ont donné lieu donc, aux journées d'études et publications que vous pouvez entrevoir ici. Dans cette dynamique collective, nous sommes plusieurs à mener des travaux pour interroger les carrières toujours différenciées aujourd'hui entre les hommes et les femmes, entre personnes venues de classes sociales et d'origines diverses, en analysant les mécanismes fins qui vont du découragement implicite aux discriminations explicites et qui montrent comment les écoles sont au cœur de tensions sociales, depuis les concours d'entrée, souvent inégalitaires, jusqu'au soutien différencié par l'accès aux réseaux formels et informels à la sortie de la scolarité.
Dans ma propre expérience, comme je le disais cet après-midi, apprendre dans un master universitaire en art la retouche Photoshop sur des photographies de charme assorties de remarques graveleuses de la part d'un corps enseignant masculin m'a parfois suggéré que ce genre d'expérience scolaire pouvait avoir des possibles effets sur la pratique du métier, et même avant, sur la représentation des possibles. J'ai marqué respirer et sourire, donc vous ne voyez pas mon sourire, mais voilà, j'en pense pas moins. La période allant de 1945 à 1975 est particulièrement significative pour comprendre deux processus qui s'effectuent en parallèle. La démocratisation d'une part de la photographie et la démocratisation d'autre part de l'enseignement. Ces deux dates font d'une part la jonction entre le plan Monet en 1945, qui fait de l'enseignement de la photographie une priorité nationale, et la généralisation des politiques publiques de la photographie, donc à partir du milieu des années 70. Elle relie aussi, ces deux dates, l'ordonnance qui contient en germe la démocratisation scolaire, en 1945, et la loi Haby, H-A-B-Y, une grande loi scolaire en 1975, qui crée le collège unique et qui accélère la mixité sociale, mais aussi qui généralise la mixité sexuée à l'école. Ces 30 années constituent donc le cœur de mon travail de recherche historique, mais j'y ai aussi adjoint les années 75 à 82, parce que nombre des processus qui sont esquissés durant les périodes précédentes y trouvent leur résolution. En 1982, deux événements jouent un rôle pivot dans les domaines respectivement de la photographie et de l'enseignement. D'une part, donc, la création de l'école d'Arles, vous le savez, et d'autre part, la consécration de la mixité comme un principe égalitaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est vraiment un moment charnière. Nous soutenons donc que l'analyse croisée de cet élargissement de l'accès aux études secondaires d'une part et à la pratique photographique d'autre part interroge donc conjointement des enjeux d'égalité et de justice sociale, comme en stéréoscopie. Alors pourquoi est-ce que j'affirme dans le titre de ma thèse qu'on ne naît pas photographe, on le devient ? En reprenant la phrase emblématique qui ouvre l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, publié en 1949, donc au début de ma période, je viens interroger les qualités prétendument innées et intuitives des photographes. La technique pourrait à la rigueur s'apprendre, mais pour le reste, on aurait un œil ou on n'en aurait pas. La formule consacre également le processus social complexe par lequel les jeunes photographes s'identifient à ce métier et y accèdent, traversant un chemin fait de désirs d'identification, d'expérience, de difficultés, de normes, à l'instar de la philosophe qui cherchait à dénaturaliser les caractéristiques assignées aux femmes. Du reste, cette formule attire l'attention sur la question de l'apprentissage et sur les institutions d'enseignement de la photographie comme lieu du devenir photographe. Elle dénote bien sûr avec la tradition bien connue d'autodidacte du métier, qui invite généralement à fermer les yeux sur ce processus, pourtant crucial pour l'avènement de la carrière et aussi pour la formation du regard. Enfin, l'expression rappelle l'importance d'utiliser la catégorie du genre pour comprendre le devenir des individus, autant que pour analyser les transformations scolaires et professionnelles en cours. Donc, je vais juste définir le mot « genre » ici. Je vais l'entendre comme la construction sociale et symbolique des catégories sexuées, du masculin et du féminin, et l'organisation hiérarchique et inégalitaire de la société qui repose sur cette bicatégorisation. Dans l'après-guerre, à l'heure où la pratique de la photographie se massifie, l'enjeu démocratique associé éveille la conscience de la nécessité d'en renouveler l'enseignement. Déjà au début des années 50, près de la moitié des foyers français est équipés d'un ou plusieurs appareils photographiques. Du reste, l'intérêt culturel pour la photographie est croissant, nourri par une foi dans sa modernité. Les industriels, notamment, encouragent son développement et le chargent d'ambition immense. On peut penser à Kodak et à sa mission de démonstration vivante, je cite, du rôle joué par la photographie et le cinéma au service du progrès humain. Rien que ça. Cette mutation suscite un questionnement intimement associé à l'enseignement de la photographie. L'idée d'apprendre à lire ou à faire des images n'est certes pas nouvelle. Dès les années 20, le photographe Molinage, qui enseigne dans l'école emblématique du Bauhaus, affirmait que, je cite, quand je lève la main, ça veut dire je cite, la photographie deviendra dans un futur proche une branche d'enseignement au même titre que l'ABC et le 2+2. Mais l'idée qu'elle doit faire l'objet d'une éducation à part entière s'affirme progressivement, et la formation est notamment pensée comme une solution possible au problème du statut des photographes et à leur illégitimité ou leur légitimité vis-à-vis du nombre croissant d'amateurs qui sont perçus comme des concurrents directs. Ça, c'est un phénomène qui traverse vraiment l'histoire de la photographie.
Par ailleurs, le contexte de la deuxième moitié du siècle voit croître une exigence de qualification et de scolarisation. Il se traduit par un développement de l'enseignement professionnel et une augmentation de la qualification qui sont promues au cœur des politiques étatiques. Dans ce processus, l'école technique de la photographie, qui est la future école nationale, qui a aujourd'hui le nom de Louis Lumière, tient un rôle particulier. Elle est identifiée comme un moyen d'étendre l'influence économique de la France dans les industries du secteur, mais aussi de moderniser la société par un usage rationalisé et massifié des nouvelles technologies. La formation des photographes, traditionnellement réputée comme étant des autodidactes, en est progressivement transformée. Je ne vais pas détailler, mais dans le domaine de la photo, les actions syndicales des années 50 et les pressions industrielles, notamment dans un cadre de circulation européenne dans les années 60, ont largement concouru à ce phénomène. En fait, on passe d'une hégémonie de l'autodidaxie à une norme de plus en plus importante, celle de la scolarisation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de 65%, donc presque 2/3 des personnes qui exercent le métier qui sont diplômées de métier de l'image. Donc les proportions sont devenues très importantes. Alors, quelles sont les principales étapes justement de cette action publique en matière d'enseignement de la photographie ? Il faut souligner qu'elle a consisté à certifier progressivement des initiatives privées, puis, dans l'immédiate après-guerre, à en nationaliser les fleurons, en laissant longtemps une place importante aux établissements privés. L'exemple de l'école de la rue de Vaugirard, donc, alors elle a plein de noms cette école, donc pour vous repérer, en gros l'école Louis Lumière qu'on connaît actuellement sous ce terme, elle s'est appelée École technique de la photographie et de la cinématographie au début, puis École nationale quand elle a été nationalisée en 1951. Et puis, elle a changé de nom pas mal de fois. On l'appelle aussi l'école de la rue de Vaugirard parce qu'elle avait été créée dans cette rue. Donc cet exemple de l'école de la rue de Vaugirard, donc qui est le TPC, si on l'appelle par son acronyme, est emblématique. Elle est née en 1926 et elle est le fruit du soutien des industriels du secteur à une, je cite, « association pour le développement de l'enseignement de la photographie ». Sa vocation est moins de former des ouvriers qualifiés que de potentiels contremaîtres, chefs d'atelier et autres cadres moyens de la photographie. Si la nationalisation de l'établissement est entérinée en 1951 et que le ministère imagine un, je cite, « vaste projet groupant l'enseignement des différentes applications de la photographie et de la cinématographie dans l'activité moderne, digne du pays qui en a vu naître les inventeurs », les réalisations ne sont pas vraiment à la hauteur de ces discours. Les projets associés sont sans cesse pharaoniques, mais peu sont couronnés de succès. Je vous épargne le détail dans les archives de tous ces courriers et allers-retours qu'on connaît bien dans des institutions très bureaucratiques. Mais en gros, alors que l'état matériel de l'école, qui laissait déjà à désirer dès l'immédiate après-guerre, ne va cesser de se dégrader, il faudra attendre 1978 pour que la priorité soit donnée sur le déménagement dans des nouveaux locaux et aussi sur la modernisation de l'enseignement dans cette école. Bien moins connue du fait de son statut moins valorisé dans la hiérarchie des métiers, l'école Rachel, le futur centre Kino, donc là vous voyez, ça c'est des images qui datent des années 30. Ici c'est le bâtiment de l'école de la rue de Vaugirard, qui était une ancienne école primaire de la ville de Paris. Et ici vous avez le réfectoire donc, de l'école Rachel, futur centre Kino et actuel lycée professionnel Brassailles, qui donc comporte une section de retouches photographiques. Cet établissement, ouvert comme le TPC donc en 1926, forme des ouvrières spécialisées dans la retouche photographique. Issue comme elle d'une initiative privée, elle a vu sa nationalisation réalisée elle aussi dans l'après-guerre, mais va rencontrer de même un certain nombre de difficultés matérielles. En fait, ces carences du secteur public vont constituer une opportunité de développement pour le secteur privé. Le paysage des formations privées au métier de la photographie va progressivement s'élargir, un processus qui va s'accélérer au milieu des années 70, atteignant une vingtaine d'institutions en 1975. Ces dernières ont comblé les lacunes qui étaient laissées par l'inaction publique et ont participé à ancrer l'idée de besoin d'enseignement, avec l'idée que pour apprendre la photographie, passer par une école est bénéfique. Là où dans les époques précédentes, il y avait une réticence très forte à cette scolarisation des apprentissages, mais c'est une réticence qu'on peut aussi resituer à la fois dans le secteur artistique, mais aussi dans le secteur artisanal, qui était assez réticent à cette scolarisation des diplômes. Au cours des états généraux de la photographie, qui sont donc organisés en collaboration avec Jack Lang en 1981, la thématique enseignement et formation va figurer parmi les 4 urgences abordées. La photographie, donc désormais légitimement envisagée comme un art,
va être intégré aux politiques d'enseignement culturel. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il faut comprendre que parallèlement à donc ces établissements qui s'ouvraient ces établissements qui étaient nationalisés dans le giron public, d'autres réseaux développaient dans ces mêmes années un intérêt pour la promotion d'un enseignement dédié au médium, qui désormais n'étaient plus seulement des photographes professionnels. Et au-delà des syndicats donc, qui voyaient dans les amateurs une figure repoussoire, il y a des formes d'hybridation qui se font entre donc, les photographes professionnels et les amateurs à cette époque-là. En fait, la connotation du terme amateur se modifie à ce moment-là. Il ne s'agit plus de désigner uniquement ceux qui pratiquent la photographie sans en retirer un bénéfice pécuniaire, mais plutôt ceux qui l'apprécient, la collectionnent, l'exposent ou encore l'utilisent dans le cadre de leur emploi, qu'il soit médical, éducatif, muséal, etc. Et c'est en fait parce que nombreux sont les professionnels qui, quoique exerçant dans d'autres domaines, l'utilisent quotidiennement pour leur profession, développant à leur tour une expertise photographique par leur usage régulier, professionnel de la photographie, autant que par l'acquisition d'une culture photographique qui va être facilitée par sa circulation croissante dans des expositions ou des revues dédiées. Or, ces amateurs, ces nouveaux amateurs, sont loin d'être indifférents aux questions pédagogiques. Ils les perçoivent comme un moyen d'élargir les aptitudes du public et de pleinement s'inscrire dans la vie moderne comme citoyens capables d'analyser leur environnement, y compris leur environnement visuel et audiovisuel. Cette évolution est encouragée par l'action de certains acteurs professionnels qui eux-mêmes vont se faire les relais de cette cause et vont développer ensuite des arguments qui seront repris en chœur. C'est par exemple le cas du photographe Jean Dieuze, qui depuis sa posture de photographe et d'enseignant a engagé cette réflexion. Son positionnement, relativement pionnier sur cette question, trouvera d'ailleurs un écho important dans les rencontres internationales de la photographie à Arles dans les années 70. En fait, Jean Dieuze souligne l'importance de la formation des photographes dans deux contributions, en 72 et 73. Alors, comme les autres de cette époque-là, il met au pilori les pouvoirs publics. Il parle de leur inaction, de la sacro-sainte conspiration du silence qui réduirait à néant les tentatives de reconnaissance de la photographie. Il dénonce la vétusté donc, des bâtiments de l'École nationale et des projets avortés de modernisation. Et pour lui, cela illustre le mépris dont souffre plus généralement le médium. Je cite, il parle de ces milliers de jeunes qui veulent en faire leur profession et auxquels on répond dans l'enseignement, à la radio, dans la presse, la photographie, connaît pas. Donc pour lui, ce manque à gagner ne l'est pas uniquement pour les photographes, mais pour la société entière, car, je cite, les programmes d'études des formations devraient jeter un pont entre les techniciens et tous les autres utilisateurs de l'image. Cependant, il jette aussi un regard très critique sur les générations précédentes de photographes et sur les syndicats. Il accuse les grandes responsabilités des photographes français, surtout craintifs d'une concurrence et trop individualistes pour s'unir. Donc il rejette la responsabilité de cette absence ou ces lacunes de l'enseignement de la photographie sur les syndicats notamment. Contrairement au, je cite, mur derrière lequel les professionnels ont cru pouvoir s'abriter des amateurs et qui en fait les coupent de leur propre domaine, il prône un rapprochement entre ces deux pôles. Dans un contexte donc d'explosion photographique, il appelle ça comme ça, c'est-à-dire de développement d'événements dédiés, de musées, de centres de jeunesse, d'espaces scientifiques où la photographie a un rôle prépondérant. Ainsi, pour lui, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas limiter le problème de l'enseignement à apprendre le métier, mais surtout sensibiliser ceux auxquels l'image est destinée et les initier aux besoins, même au niveau des universités. Pour lui, la jeune génération ne sera pas nécessairement photographe à proprement parler, mais elle aura besoin de maîtriser les enjeux liés aux images. Ces compétences faciliteront donc leur insertion ensuite dans beaucoup de professions, et a fortiori toutes celles qui gravitent autour de la photographie. Il dit « Autant que de faiseurs d'images et de techniciens, nous avons grand besoin de professeurs, d'auteurs, de critiques, d'historiens, de chercheurs, d'archivistes, et tout simplement encore de gens qui savent apprécier, lire et utiliser une photographie. » Ainsi, à la mutation de ces conceptions qui entourent la photographie, correspond une transformation de la vision de l'enseignement du métier. En changeant de statut, elle passe d'un savoir-faire technique à un moyen de communication, voire, vous le savez, à un médium artistique, reconnu en tant que tel.
Dans la lignée des conceptions de Dieu Z, si la formation des photographes professionnels va progressivement être intronisée dans l'enseignement public, suite notamment à des pressions qui passent par une tribune dans le monde, des rencontres internationales de la photographie, qui fait donc de ce thème de l'enseignement de la photographie l'axe principal de son édition 1973, ce n'est qu'en tant que volet d'une politique plus large, celle de la formation du regard, destinée cette fois à l'ensemble des élèves et étudiants. Et là, je vous ai mis une phrase que j'ai trouvée très à propos en ces périodes où tout l'enseignement passe par Zoom. Dans un débat télévisé du 24 avril 1974, le ministre André Malraux, qui dialogue avec Chaban-Delmas, explique, je cite, « Le problème qui se pose à nous de façon immédiate, avant même celui du travail, c'est celui de la jeunesse. Et il est possible de le résoudre, de changer complètement les conditions de l'enseignement, en remplaçant le livre presque entièrement par la télévision. » Voilà, donc je vous laisse apprécier les échos avec la situation. L'école d'Arles sera bien sûr le meilleur témoin de cette évolution des conceptions sur l'enseignement de la photographie. Son cursus va amener une véritable réactualisation de la pédagogie qui va la faire diverger fortement avec l'école nationale parisienne. De façon inédite, l'école exclut explicitement dans sa première brochure de former, je cite, les techniciens ainsi que les artistes. Elle vise plutôt les personnes capables de réfléchir à partir de la technique maîtrisée et de penser ces diverses utilisations dans un contexte culturel aussi large que possible. Loin de destiner donc ses élèves à produire forcément directement des images, elle forme, ou elle veut former, celles et ceux qui se consacrent au travail autour des images, en musée, en agence de presse, dans des maisons d'édition ou dans des services culturels. Dans le cadre de cette éducation au regard, la place de la culture générale est notamment confortée. Et l'importance de l'outillage intellectuel et la maîtrise des références artistiques va désormais primer, à la fois dans le concours d'entrée, mais aussi dans les cursus, sur la technique photographique. Et là, je vous ai mis cet extrait de une des premières brochures en 82-83, qui donc représente notamment la bibliothèque, un lieu qu'il était impensable de représenter comme un lieu où on pense la photographie dans ces années, enfin dans les années précédentes, et qui est tout à fait, qui participe à la distinguer tout à fait de l'école, notamment Louis Lumière. Alors là, j'ai un peu établi des fondements de l'histoire institutionnelle de ces acteurs et structures de la formation des photographes. Mais ce qui me semblait intéressant de souligner également, c'est les dynamiques d'histoire sociale et genrée qui apparaissent en contre-jour de ces différents événements, de ces différentes institutions. L'élargissement des publics de cet enseignement et l'essor de diplômes spécifiques à la photographie vont rester tributaires d'une lutte interne pour l'élitisme au sein du métier, qui va se traduire notamment par les débats toujours actuels autour d'un équilibre entre culture technique et culture générale. Je viens de commencer à vous en parler avec la question de la bibliothèque. De plus, la mise en place d'écoles et la formalisation de l'apprentissage va restructurer la définition des différentes activités de la profession, selon des critères qui vont souvent articuler genre et classe sociale. C'est d'ailleurs ce dernier aspect, la question du genre, qui avait motivé initialement mon projet de doctoral. En effet, alors que la féminisation de la profession pendant l'entre-deux-guerres est assez bien connue et a fait l'objet d'un certain nombre d'ouvrages, catalogues d'expositions, etc., l'après-guerre n'avait pas été étudiée ou très peu sous cet angle. La première période a été démontrée comme particulièrement propice pour les femmes. On sait qu'il y a beaucoup de femmes parmi notamment les avant-gardes photographiques parisiennes dans l'entre-deux-guerres. Et on sait que ce médium, elles vont s'en emparer et qui va devenir, en plus d'être un moyen de gagner leur vie et d'obtenir une identité sociale, ça va devenir un espace aussi d'expérimentation, de liberté. Et je me demandais donc au début de mon projet comment cet investissement de la profession avait évolué après la Seconde Guerre mondiale, un moment où précisément, de façon inédite, les femmes s'engageaient fortement dans les études secondaires et supérieures et dans un certain nombre de nouvelles carrières salariées. Alors, si je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur les différents diplômes, etc., et sur leur hiérarchisation, la question du public des formations qui sont dispensées il me semble intéressant de revenir dessus en 2 points. D'abord, les filles et les garçons vont investir les formations au métier de la photographie, et même si les seconds, donc les garçons, sont souvent majoritaires en termes d'effectifs, la présence des premières est incontestable dans les différents établissements qui existent dans ce second XXe siècle.
toutes et tous ne reçoivent pas forcément un enseignement à plein temps, mais ils représentent désormais une proportion importante des nouveaux photographes. La voie scolaire que représente l'École nationale, par contre, elle est marginale par rapport à l'apprentissage artisanal. Et ensuite, elle va prendre de l'ampleur dans les années 60, notamment à la faveur des réformes des écoles des beaux-arts et de l'insertion également dans l'enseignement universitaire de cours assurés, notamment par les départements de communication visuelle. Parallèlement, dans les nouvelles formations privées, il est assez remarquable que la mixité des effectifs ne soit pas questionnée, là où pendant longtemps, plusieurs des équivalents publics sont adressés seulement aux garçons ou seulement aux jeunes filles. Par contre, ce qui me semblait intéressant aussi de souligner, c'était de montrer les discours qui entourent l'orientation professionnelle vers les métiers de la photographie. Ces discours, dans les institutions publiques, sont très contradictoires. Même si le métier est censé être ouvert à tous, son exercice est promu de façon relativement ciblée. En fait, les pratiques et représentations, même dans les secteurs de l'enseignement public, trahissent le caractère exclusif des contenus enseignés, des profils encouragés et des carrières envisagées, qui vont souvent reléguer les femmes et les personnes d'origine sociale ou culturelle modeste au second plan. Et je vais vous donner quelques exemples. L'exemple des orientations féminines est emblématique. Dans les nouvelles publications dédiées à l'orientation, les femmes sont explicitement encouragées à diversifier leur domaine d'activité. Et notamment, les besoins de recrutement dans certains secteurs, notamment techniques, vont être prétexte à redoubler ces incitations, donc des pouvoirs publics, en vue de les pousser à investir de nouvelles carrières. Ici, on a une circulaire très claire sur la question. Il conviendrait d'entreprendre un effort systématique d'information des familles sur les possibilités de formation professionnelle qui peuvent être offertes aux jeunes filles pour des activités industrielles autres que celles vers lesquelles une tradition dépassée tendait à les diriger exclusivement. Et donc, parmi eux, à titre d'exemple, on peut citer la photographie. Donc là, on voit qu'il y a une prise d'opposition ministérielle très claire sur cette question. Pour autant, peinant à prendre en charge la spécificité de cette question, les discours ministériels ou d'orientation sont souvent pétris d'incohérences. D'abord, le processus est toujours pensé à sens unique. Les filles tendent à être assimilées à l'enseignement masculin sans que le contraire soit jamais favorisé. Ça, c'est une dynamique qui est toujours actuelle aujourd'hui. Si ces encouragements ressemblent à des incantations paradoxales, c'est qu'ils sont contredits par des discours qui sont issus des mêmes institutions. Dans des publications sur l'orientation professionnelle des années 60, on continue de lister parmi les raisons d'écarter les femmes de certains secteurs, par exemple la force physique, toujours minimisée. Et pour la photographie, donc on souligne dans ces mêmes sources qu'elles ont donc les femmes un handicap lorsqu'il s'agit de manier certains appareils très lourds des femmes. C'est des préjugés contre lesquels une Janine Niepce, par exemple, se battra en disant dans son autobiographie, je cite, « Je n'ai pas manqué de dire à ses bons confrères, un enfant pèse plus lourd que le matériel de reporter, le travail ménager est aussi fatigant que ce métier dur. » De même, on décourage l'ambition dangereuse de certaines jeunes filles. Elles seraient nombreuses à vouloir investir ce métier, mais auraient besoin d'être détrompées sur sa véritable nature, studieuse et terre-à-terre. Je cite, « La photographie a envahi la vie courante, chacun est armé d'un appareil plus ou moins compliqué. Chacun armé d'un appareil plus ou moins compliqué peut se prétendre photographe. Du même coup, la profession apparaît à beaucoup de jeunes filles comme un moyen facile et agréable de faire carrière et de contenter en même temps des aspirations artistiques et le sens des techniques les plus modernes. Elles se veulent reporters, portraitistes, photographes de mode et signataires d'albums luxueux d'art ou de voyage. Elles conçoivent qu'une petite formation est nécessaire, mais de celles qui négligent d'ennuyeuses études, pour leur apprendre seulement quelques trucs de métier et leur faire connaître les glorieux aînés qui les aideront à conquérir leur premier laurier. » Donc là, dans cet extrait, c'est un numéro spécial carrière féminine de la revue Avenir, qui est donc la revue ministérielle dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle. Et on voit que tout du long, enfin là c'est un exemple, mais tout du long, en fait, cet article qui pourtant décrit pendant 3 pages les carrières de la photographe, donc les carrières féminines dans la photographie, cet article, en fait, tout du long, met en garde les jeunes filles sur leur difficile insertion professionnelle. Il s'appuie d'ailleurs sur des constats quantitatifs aussi, autant d'obstacles objectifs qui sont susceptibles de s'élever sur leur parcours, quand par exemple il précise que dans la profession, par exemple, je cite, « Seuls 2 à 300 reporters vivent en France de leur métier et bien peu de femmes parmi eux ». Au même moment, je vous ai mis les références des articles, d'où viennent ces éléments-là, si jamais vous voulez les retrouver de manière un peu plus approfondie.
Au même moment, les guides d'orientation professionnelle et les institutions dédiées continuent à différencier la plupart de leurs discours selon le sexe, reconduisant la division sexuée du travail jusque dans les formations. Les politiques visuelles au cœur de la promotion de l'École nationale Louis Lumière dans les années 60 font quasiment l'impasse sur la mixité des effectifs. C'est vraiment compliqué au bout d'un mois avec le masque. Dans ces mises en abîme, donc dans ces photographies de photographes qui apprennent la photographie, qui sont donc au cœur de la brochure d'information sur l'école dans les années 60, les deux seules images qui représentent la vie de la section d'enseignement photographique n'incluent pour l'une aucune femme, et pour l'autre ne les figurent que dans des tâches non techniques, esthétiques pour le modèle, ou d'assistanat en marge de l'activité. On voit des jeunes femmes sur la droite de l'image de droite qui sont autour d'une table avec du café. Même si le concours d'entrée n'est pas sujet à des faits de discrimination à proprement parler, en tout cas pour ce qui est des statistiques publiées, la politique de représentation visuelle de l'établissement participe à former une figure du photographe qui se construit par exclusion de sexe, freinant les identifications possibles au métier des futures aspirantes. Les choix iconographiques peuvent participer en ce sens à freiner l'identification des filles à certaines carrières, renforcer les contradictions des discours sur l'orientation professionnelle féminine, mais aussi potentiellement conforter les résistances des jeunes garçons, futurs professionnels, à considérer la présence d'étudiantes ou leur participation à certaines activités comme normale et légitime. Il faut en ce sens souligner le continuum entre publications pédagogiques, comme les brochures présentées encore ici, que je vais vous montrer dans un instant, les sources pour la jeunesse et les périodiques professionnels. Là, je vous ai mis quand même un graphique que je vais juste commenter une seconde, qui était donc une des motivations au début de ma thèse, qui était de comprendre comment est-ce que la proportion justement de filles scolarisées et surtout diplômées de l'école Louis Lumière avait pu baisser autant. Et donc ça faisait partie des questionnements, des hypothèses que j'essayais de comprendre au début de la thèse, de comment est-ce que cette diminution a pu être aussi drastique. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un continuum, en fait, non seulement entre ces publications pédagogiques. Là, on voit aussi la deuxième image, en partant de la gauche, c'est aussi une brochure pour une école à distance de cette époque-là. Donc, il y a ces publications pédagogiques, il y a ces sources pour la jeunesse. À gauche, tout à gauche, c'est le Bureau du travail junior qui, tous les mois, présente un métier aux jeunes. Et puis, des périodiques professionnels. Donc là, je vous ai mis Le Photographe, ici, qui était présenté notamment par plusieurs écoles de photographie comme faisant référence dans le domaine et comme devant être lu par les futurs étudiants pour entrer dans ces écoles. Donc, parmi ceux qui sont représentés comme photographes, non seulement la proportion d'hommes est flagrante, et la préférence va largement à la représentation de modèles féminins, mais l'univers photographique entier est dépeint comme une arène favorable à la séduction hétérosexuelle. En anticipation de films comme Blow Up, par exemple, la situation archétypale est celle donc d'un photographe systématiquement masculin qui séduit ses modèles, toujours des femmes photogéniques, avec l'appareil comme entremetteur. Les espaces spécifiques au monde photographique, ici le laboratoire, le studio, la chambre noire, sont désignés comme faisant écho visuellement à l'univers amoureux, voire même érotique. Ainsi, plusieurs images suggèrent que le processus photographique, de la prise de vue au tirage, est un révélateur du désir hétérosexuel. Photographier et désir ne feraient qu'un, la passion pour les images étant quasiment synonyme de la passion pour les femmes. Et là, je ne vous mets pas des extraits extrêmement savoureux qu'on trouve à l'époque dans les revues, que ce soit les revues amateurs ou les revues professionnelles, mais cette idée revient sans cesse. Ce rapport sexué entre sujet et objet du regard est métaphorisé donc au-delà de l'univers photographique à proprement parler. Plusieurs couvertures du photographe ici, emblématiques de ce processus, consacrent le regard désirant d'hommes sur des femmes, y compris à leur insu, par exemple dans la rue, dans la deuxième image du photographe. Leur choix en couverture d'une revue professionnelle étonne, puisque contrairement à la plupart des couvertures, elle ne fait pas référence de façon directe, cette couverture, à la photographie. C'est en fait que le regard est désigné comme faisant écho au regard photographique, justement parce qu'il est désirant. Ainsi, la rhétorique visuelle qui représente la profession est saturée tant de la question sexuée que de la question sexuelle. Si l'identification des femmes au métier de la photographie peut être réfrénée par ces représentations visuelles très biaisées, elles peuvent aussi l'être par d'autres éléments, comme l'évolution des contenus d'enseignement au sein des formations à proprement parler.
La question du dessin est emblématique de ces évolutions. Le dessin est en effet présent dans les diverses formations, depuis l'école Louis Lumière jusqu'au centre Quinault qui forme les retoucheuses. Et en fait, il recouvre deux fonctions opposées dans les hiérarchies sociales et sexuées de cette époque-là. D'une part, il est le garant d'une légitimité artistique, qui fait parfois défaut encore à la photographie, et qui explique que la pertinence de son enseignement pour devenir photographe reste assez incontestée. D'autre part, il est durablement associé dans le monde photographique à la pratique de la retouche, une spécialité qui est de plus en plus minorée au cours de la période. Ainsi, si le dessin reste présent dans les cursus, il va perdre le statut de matière de sélection. Il se transformera plutôt en enseignement d'ouverture, notamment à la faveur des réformes post-68, qui le placent plutôt dans la lignée d'expérimentation pédagogique autour du médium. En fait, et notamment là je vais parler plutôt de l'école Louis Lumière du coup, dès les années 50, une matière concurrente s'est mise en place. Notamment, les disciplines scientifiques ont pris le relais pour assurer cette fonction de distinction sociale, qui était une fonction ancienne du dessin dans les écoles. Elles prennent donc une importance nouvelle dans la formation de l'École nationale de photographie. Si on veut comparer, le concours d'entrée donc, à l'École nationale en 1951, il est introduit en 1951, et à ce moment-là, il y a une préparation au concours d'entrée dans laquelle un cours sur 3 est un cours de retouche. Donc c'est une proportion très importante des contenus pédagogiques. À partir de la fin des années 50, le dessin va toujours continuer à être décrit comme souhaitable chez les élèves, dont on attend, donc, je cite, des qualités de mémoire visuelle, les notions de perspective, le sens des valeurs et de l'équilibre de l'image. Donc le dessin est toujours valorisé, mais pour autant, le poids des sciences dans la sélection va aller croissant. Les mathématiques, la physique et la chimie vont progressivement prendre le pas sur les capacités en dessin. Et cette situation va encore s'accentuer dans les années 60, puisqu'à partir de 67, la possession d'un baccalauréat scientifique ou de technicien industriel va être exigée pour entrer dans la section photographie. De telles évolutions peuvent évidemment en retour avoir des effets sur l'investissement par les jeunes de ces formations professionnelles et vont même être susceptibles de transformer largement la sociologie des candidats et notamment leur sexe ratio, ce qu'on appelle le sexe ratio, donc la proportion de filles et de garçons. Les titulaires du baccalauréat littéraire, de fait les plus exclus de ce recrutement, sont en effet majoritairement des filles pour des raisons historiques et idéologiques. Et donc ça va avoir évidemment un effet notamment sur la diminution des filles, comme je vous le montrais tout à l'heure sur le graphique. Au même moment, se poursuivent un certain nombre de débats sur l'éducabilité de l'œil. Je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on peut ou pas apprendre à avoir un œil. Souvent, ces conceptions vont trahir largement des impensés en termes de capital culturel et donc de culture associée aux classes sociales. D'une part, la formation de l'œil va être méprisée comme un misérable palliatif au trop répandu manque de talent. Ces échecs prouveraient qu'avoir un œil de véritable photographe ne s'acquiert pas et que rares mais précieux sont les élus pouvant se targuer d'une telle capacité. En ce sens, les discours évidemment autour du génie de Henri Cartier-Bresson, très présent dans le monde photographique des années 50-60 avec son best-seller Images à la sauvette, prolongent la fameuse phrase de Nadar et reprennent à l'envi la fameuse phrase de Nadar « Ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumière », etc. Je ne vous lis pas toute la citation qui était dans le cadre du procès que vous connaissez sûrement, mais que vous pouvez trouver sur Gallica si jamais vous avez la curiosité. Ils rendent donc la figure du photographe mystérieuse et indépassable. La description de son talent, notamment la capacité, donc la description du talent de Cartier-Bresson, notamment la capacité à associer la logique et l'intuition, est à l'opposé de qualités propres à être enseignées. Sa postérité explique certaines des réticences à envisager la photographie comme l'objet d'un potentiel apprentissage formalisé, surtout chez les photographes ayant des ambitions artistiques. Cet élitisme va conforter l'idée que la photographie serait capable de donner lieu aux plus grands accomplissements artistiques, mais qu'elle resterait majoritairement pratiquée par des professionnels médiocres. Cette vision élitiste de la culture aura d'ailleurs de beaux jours devant elle. Encore au début des années 80, on pourra lire dans le rapport de Lucien Clergue dédié à l'enseignement de la photographie, je cite, « Un début d'enseignement photographique existe dans quelques écoles des beaux-arts, mais il y a là peut-être de bien longues études pour une finalité qui implique pourtant un don individuel qui ne s'apprend pas par définition. » Même quand, à l'inverse, la formation de l'œil est envisagée comme un outil de démocratisation, de transformation du regard, c'est souvent en priorité le novice ou l'amateur qu'il faut former. Même pour le professionnel, la formalisation de l'apprentissage par le diplôme ne semble pas suffire.
Alors, je voudrais, aux confins de ce raisonnement, revenir sur une interrogation, la place des élèves et des étudiants et étudiantes dans ces différentes institutions, face à ces différentes pédagogies. En fait, si les discours foisonnent sur l'enseignement et l'orientation dans les métiers de la photographie, quelle est la place des premières et premiers concernés face à ces normes édictées, puisque jusque-là, je les avais mis un petit peu hors champ pour que vous retracez un petit peu ces différentes dynamiques institutionnelles et aussi socio-historiques. Et à partir de maintenant, je voudrais mettre en lumière justement ces expériences, ces trajectoires et ces résistances des jeunes photographes de l'époque. Et je m'appuie pour cela sur un vaste travail d'entretien biographique réalisé avec d'anciennes et anciens élèves. Alors, je vais aujourd'hui passer rapidement, pour les besoins du timing, sur la critique qui est pourtant très présente du décalage entre l'enseignement qui est dispensé à l'école et les évolutions récentes de la photographie, qu'elles soient technologiques, stylistiques ou pédagogiques. En bref, si les élèves reconnaissent l'intérêt de certains savoir-faire traditionnels, ils et elles sont nombreuses à dénoncer un curriculum qui est souvent peu en phase avec les attentes des élèves. Et ils dénoncent aussi l'obsolescence du matériel, de l'enseignement, etc. Mais je voudrais me concentrer, sur les étudiantes de Louis Lumière qui, tout en étant révoltées par les mêmes abus d'autorité que leurs camarades masculins, contestations qui vont notamment éclater au moment de 68, rencontrent également des obstacles spécifiques sur lesquels je vais revenir dans cette dernière partie. Le premier élément qui ressort de leur expérience de la différence sexuée en tant qu'élèves, c'est leur relégation au rôle de modèle. Alors même qu'elles ont réussi au même titre que leurs camarades les épreuves pour entrer dans cette école de photographie, et rêvent donc au même titre qu'eux de réaliser des prises de vue, elles sont systématiquement choisies comme modèles pour les prises de vue opérées par leurs camarades. Évoquant cette répartition systématique des rôles selon une logique sexuée, une élève des années 60 explique : « C'était une séance de pause, j'étais la plus jeune fille de la promo, il prenait toujours une élève pour faire des photos. » Faire des photos, pas au sens, c'est pas elle qui fait les photos, elle est prise en photo. Donc les critères retenus sont à la fois la jeunesse, la beauté, et en commentant les images qu'elle a faites à l'école, elle m'explique « ça, c'est la plus jolie fille qui pose, ça, c'est moi, donc vous voyez, on organisait des scénettes. » Comme on l'a vu plus haut, la préférence photographique se porte systématiquement sur les corps féminins qui sont considérés comme photographiables par excellence. C'est donc une idée qui circule à la fois dans les milieux professionnels, mais aussi dans les formations. Pourtant, les étudiantes ne se plient pas toutes à cette réduction à l'esthétique. D'abord, cette disponibilité pour le rôle esthétique a des conséquences temporelles et techniques, avec notamment donc, une expérimentation moindre des savoir-faire appris. De la plus jolie fille à qui on assignait souvent le rôle de modèle, il transparaît d'ailleurs qu'elle n'est pas restée jusqu'à la fin, elle est partie. Cette participation aux tâches photographiques en tant que modèle ne semble en effet ni valorisée ni légitime. En tant que futures photographes, elles sont particulièrement conscientes de l'ambiguïté que fait planer la valorisation de l'apparence et de l'esthétique comme critère d'une bonne élève en photographie, et potentiellement ensuite comme bonne photographe, souvent synonyme de minorisation des femmes produisant des images. C'est un débat qu'on retrouve régulièrement, par exemple quand l'affiche de l'exposition qui apporte des femmes photographes reprenait justement des représentations de belles femmes. Et donc c'est un débat souvent, parce que quand on parle des femmes photographes, il faut forcément montrer des belles femmes. C'est peut-être aussi que ces jeunes femmes, alors évidemment qui ne sont plus tout à fait jeunes au moment où j'ai fait les entretiens, sont conscientes du lien entre esthétisation et sexualisation du corps féminin. La sexualisation du corps des filles scolarisées à l'école de photographie est d'ailleurs un mode courant dans des rapports mixtes, à la fois avec la complicité des camarades, mais aussi des professeurs. En fait, non seulement les étudiantes de l'école sont mises en scène du fait de leur appartenance de sexe, mais elles subissent un déni de leur identité d'élève, bien souvent, au profit de celui de fille. Donc elles sont plus filles qu'élèves. Un professeur, notamment, redoublant le rapport déjà asymétrique qui lie l'enseignant à ses élèves, argue par exemple explicitement de son voyeurisme pour justifier la disposition sexuée des élèves. Il place les filles au premier rang, car de son propre aveu, leurs jambes ainsi rendues visibles à travers les gradins nourrissent sa convoitise. Ils vont même parfois jusqu'à se sentir, jusqu'à ce qui serait aujourd'hui désigné comme du harcèlement sexuel, en multipliant les remarques envers une élève accusée de son caractère impossible dans un bulletin de notes, du fait de sa relation amoureuse naissante avec un camarade. Donc, ces rappels à l'ordre sexué sont malgré tout donc,
remis en question par... Enfin, c'est une forme de déni de légitimité qui est donc portée par les enseignants et par les camarades. Et face à ce déni de légitimité, les étudiantes n'hésitent pas à revendiquer fièrement leur place. Cette élève brimée, donc, parce qu'elle est en relation avec un jeune camarade, défend son courage et son entêtement en parodiant le commentaire de son professeur qui l'accusait donc d'avoir un caractère impossible. Quand elle me raconte cet épisode, elle rit et elle m'explique « J'étais droite dans mes baskets, moi, caractère impossible, voilà, et non, je n'avais pas à m'excuser de quelque chose que je n'avais pas fait. » Parce que le professeur avait réussi à obtenir son exclusion de l'école pendant plusieurs jours, pour une raison complètement injustifiée. Elle reconnaît donc par cette réitération, cette reprise du terme « caractère impossible », son caractère constituant et insultant, et en même temps déplace la signification en faisant un objet de fierté. Cette réappropriation, qu'on appelle souvent performativité ou performance, vient signifier sa capacité d'agir et donc suspendre ses sanctions symboliques et disciplinaires comme possible remise en cause de sa légitimité en tant qu'élève à l'école. Elle voit finalement dans cette épreuve une confirmation du bien fondé de sa présence, comme un pied de nez aux effets d'illégitimité, on en a parlé beaucoup cet après-midi, de légitimité et d'illégitimité, suscités par l'expérience minoritaire. Finalement, leur situation atypique, en minorité de sexe, leur fait presque ressentir une fierté particulière par rapport à leurs camarades garçons, depuis l'école jusque dans le milieu professionnel. Je cite cette élève. Moi, je n'ai pas eu de problème du tout à me retrouver dans un milieu masculin. J'ai toujours aimé être avec des garçons. Quand j'étais gamine, parce que j'étais très garçon dans mon comportement, j'étais plus garçon que fille dans ma façon de concevoir les choses. Donc être avec des garçons, pour moi, ce n'était pas du tout un problème. C'était un milieu aussi homme, et voir une femme arriver là-dedans, et là, elle rit, ça leur plaisait pas trop non plus. Mais il faut dire qu'on était dans les années 69-70, on n'était pas encore sortis. Voilà, donc les ambivalences de l'époque vont croissant, malgré la mixité qui est expérimentée à l'école. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très novateur. Dans les années 20, de créer une école de photographie qui est mixte, c'est tout à fait exceptionnel pour l'époque. La mixité au travail va être loin d'être gagnée. Et l'écart va rester grand donc, entre les discours sur les potentielles révolutions sexuelles et la très lente évolution des normes de genre dans le monde du travail. Ces jeunes professionnels se retrouvent donc en porte-à-faux et vont prendre leur distance avec les apparentes transformations de la période et la réalité des pratiques contemporaines. Il y en a une, par exemple, qui dit « J'ai connu une fille qui était majeure de la promo, qui voulait absolument faire de la photo de mode. En réalité, elle est rentrée dans un studio et au bout d'un moment, elle a lâché parce qu'elle ne faisait que charger les châssis dans le noir et elle n'a jamais accédé à ce qu'elle voulait. » Donc on comprend en ce sens que ces anciennes élèves aient redoublé de précautions dans la suite de leur carrière professionnelle, et notamment en tant que filles du mouvement pour la maternité heureuse, donc qui milite pour le droit à la contraception et à l'avortement. Elles sont plusieurs à avoir consciemment retardé l'arrivée de leurs enfants aux dépens du désir plus précoce de leurs compagnons. Donc même avant la conquête de la contraception, la période sans enfants de l'après-école est vue comme cruciale pour être indépendante, réussir dans le monde de la photographie et voyager avant d'initier une vie familiale. Il y en a une qui dit « Moi j'ai plein de temps, j'aimerais bien pouvoir vivre avant. Pas tout de suite les enfants, un peu plus tard. » Alors, au terme de cette présentation, je suis plus que jamais persuadée, pour ma part, que la construction de savoir critique de ce type est indispensable non seulement pour comprendre, mais aussi pour transformer le monde social. Et depuis mon point de vue d'historienne et de spécialiste des sciences de l'éducation, je souhaiterais aussi évoquer quelques usages possibles de ces résultats ici présentés pour la réflexion pédagogique. Donc montrer aussi l'importance de l'historicité pour comprendre les héritages encore en question aujourd'hui. Alors d'abord, les écoles et les formations au métier de la photographie ont aujourd'hui gagné la bataille des chiffres. Comme je vous le disais, les jeunes professionnels de moins de 30 ans sont plus de 2/3 à être diplômés des métiers de l'image. Et donc ma recherche a montré l'importance de penser de façon, parmi d'autres évidemment, de penser de façon réflexive et critique les contenus d'enseignement, les cultures scolaires et professionnelles véhiculées, notamment pour agir sur l'égalité d'accès et la détermination du public touché, du public ciblé, mais aussi du public touché. À ce titre, non seulement la formation des photographes et des gens d'image, qu'ils soient iconographes, communicants, etc., est un lieu crucial pour changer les dynamiques internes à ces professions, mais elle l'est aussi pour faire face aux enjeux renouvelés de représentativité de l'image dans le champ social entier. C'est pour ça que j'avais intitulé aussi la présentation « Quel genre de culture visuelle ?» Parce qu'évidemment, tous ces rapports internes au métier de la photographie vont avoir des conséquences sur la façon dont les représentations sociales vont ensuite circuler.
Une telle réflexivité donc, sur les cursus se traduirait par exemple par l'intégration dans les cursus de sciences sociales critiques qui peuvent analyser ces effets spécifiques de la photographie en termes de réification, d'objectivation, on en parlait encore cet après-midi, et pourrait être donc déterminante pour transformer le champ social, le champ visuel et le champ politique. L'absence de réflexivité vis-à-vis de ces enjeux sociaux concourt dans le meilleur des cas à une reproduction des stéréotypes en cours dans la société, et dans le pire, combiné à une culture professionnelle fortement genrée, à accentuer les cadres les plus normatifs sur ces questions. Plus largement, cette thèse suggère aussi que les effets des politiques visuelles sont loin d'être marginaux. Les institutions dédiées à l'enseignement, à la médiation, au travail, à l'orientation, mériteraient d'adopter une posture plus systématiquement réflexive vis-à-vis de ces enjeux de représentation, puisque la transformation visuelle appelle aussi la transformation sociale, même si, évidemment, l'inverse est aussi vrai. Il me semble important de garder donc un œil critique, enfin, sur la question de l'idolâtrie, si l'on considère qu'il y a enjeu démocratique dans la circulation des images, dans un contexte aujourd'hui de glorification symbolique et économique des images, on peut se demander si c'est compatible avec une réflexivité critique sur les conséquences sociales et politiques du champ visuel. Et en ce sens, si la vigilance vis-à-vis de la place des femmes photographes à proprement parler dans ce secteur est par exemple un indicateur important de son ouverture, elle n'est qu'une critique incomplète si ces acteurs participent par ailleurs à reconduire un système très hiérarchisé qui fait de la photographie, encore aujourd'hui, un fétiche. Donc voilà, j'ai essayé de montrer que les représentations genrées ne s'arrêtent pas aux œuvres, et bien sûr, c'est aussi des questions très complémentaires que j'ai pu aussi présenter, mais qui me semblaient peut-être moins originales et sur lesquelles vous aviez peut-être plus d'éléments par ailleurs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, cette division sexuée du travail, vous vous en doutiez, mais elle ne s'arrête pas à la porte des écoles, évidemment, de photographie. Et que cette question des orientations dans les carrières artistiques ne se font pas exactement selon les mêmes modalités. Ici, je vous ai parlé surtout des différences sexuées, mais il y a aussi quelques éléments que j'ai commencé à introduire sur les éléments de classe sociale. Si vous avez des questions sur ça, je serai bien sûr aussi à votre disposition pour y répondre. Et je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'éclairage ou d'éclairage complémentaire. Merci.